Daniel Robert Dufour, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. J'ai lu un certain nombre de vos ouvrages depuis une dizaine d'années, et ce qui m'a paru très intéressant et que ça interpelle vraiment, c'est que vous vous êtes attaqué à un sujet immense. Est-ce que on va appeler ça le capitalisme ou le libéralisme, ou bien, disons, à travers une série d'ouvrages que je citerai, enfin ceux en tout cas que j'ai lus: Le divin marché, La cité perverse, L'individu qui vient, et parmi les derniers, Le délire occidental. Donc vous travaillez en tant que philosophe, mais vous êtes un spécialiste des sciences de l'éducation, et aussi vous avez une approche psychanalytique, et vous cherchez à cerner justement ce système qui gouverne le monde, et donc il y aurait comme une sorte de ce que vous révélez en fait, c'est que plutôt que de voir qu'il y a une sorte de machinerie ou d'idéologie, c'est plutôt vous révélez un peu une divinité qui s'exprimerait à travers le libéralisme économique. Alors, quelle est cette divinité dont nous serions devenus aujourd'hui les troupeaux? Oui, alors effectivement, vous avez raison. Je travaille sur l'hypothèse que nous vivons dans un régime que j'ai appelé celui du divin marché. Bon, donc l'hypothèse que je fais, c'est que Dieu, sous sa forme ancienne, a été en quelque sorte remplacé par un autre Dieu dont je me suis efforcé de montrer, de faire la genèse, l'histoire de l'apparition. Donc un renversement dans ce qu'on pourrait appeler la métaphysique occidentale. Ce renversement vient de loin. J'ai essayé de le situer entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Donc ça remonterait à 3 siècles et demi, dans un moment de passage, donc de renversement, mais vraiment renversement au sens fort du terme, où donc nous passons de la mort dei à mort sui, la mort de soi. Donc j'essaie de montrer que ceci, contre toute attente, commence avec les jansénistes, et notamment avec Pascal, puisqu'il y a dans les pensées de Pascal, donc je crois 1662, au moment de la sortie des pensées de Pascal, qui sont des fragments qui ont été assemblés, comme vous savez, certains fragments qui sont tout à fait étonnants, puisque en général Pascal stigmatise la petitesse de l'homme, et donc la grandeur de Dieu. Et on a quelques fragments étonnants qui n'ont jamais été bien expliqués, où il fait une proposition qui est à peu près la suivante: c'est que de la concupiscence de l'homme, donc du petit homme, de la petitesse de l'homme concupiscent, peut sortir un ordre admirable, un ordre superbe, admirable. C'est donc une proposition tout à fait étonnante, puisqu'elle est presque en contradiction avec le propos qui a toujours été entendu, admis, retenu, commenté de Pascal. Bon, et ça m'a évidemment motivé à travailler sur la présence de ces fragments étranges, qui sont là comme vous avez parlé de l'intérêt que j'ai pour la psychanalyse, mais qui sont là comme une sorte de symptômes dans un tableau général. Bon, tout va bien dans un tableau général, puis il y a des choses bizarres. Ça fait symptômes. Donc les symptômes, il faut vraiment les interroger, parce que c'est probablement le signe que derrière tout ça se joue une grosse affaire qui est dissimulée par les idées générales de l'ère du temps. Bon. Et donc ça m'a conduit à aller voir
beaucoup plus loin pour savoir d'où sortait cette résurgence, donc, cette exaltation, d'une certaine façon, bizarre, étrange, de l'amour de soi, amor dei. Et donc, ça m'a conduit à aller voir du côté des Augustiniens, de Saint-Augustin, puisque les jansénistes donc, se réclament de la pensée augustinienne. Et là, on trouve chez Saint-Augustin donc une stigmatisation claire et nette de l'amour de soi, donc, et une exaltation de l'amour de Dieu. Bon, aimer Dieu jusqu'au mépris de soi, ou alors, si c'est pas ça, c'est qu'on aime soi au mépris de Dieu. Or, il y a chez Augustin une question qui n'est pas tout à fait résolue, puisque Augustin recommande, vous savez le problème devant lequel se trouve Augustin, donc nous sommes au IVe siècle donc de notre ère, et donc au moment où donc le renversement à Rome entre le ou les polythéismes et le monothéisme est encore bon, en question, encore des luttes vives. Alors le passage du polythéisme au monothéisme laisse, dit Augustin, l'homme devant une question cruciale. C'est que les dieux du monothéisme, du polythéisme, étaient des dieux, ce qu'on a appelé les dieux de l'instant. Ils se manifestaient à vous par des impulsions, des rêves, des événements, des éruptions, des passages d'un oiseau qui venait vous apporter un message. Enfin bon, il y avait une présence de la physis qui donc étaient les forces vives dont tenait le plus grand compte le polythéisme, puisque ces forces vives, évidemment, agissaient sur les hommes de façon immédiate. Donc, les dieux du polythéisme pouvaient franchir la distance qu'il existait entre les immortels et les mortels, les hommes, d'une façon immédiate. Évidemment, ce n'était pas possible de l'autre côté, puisque les hommes ne pouvaient pas donc franchir la distance qui les menait vers les dieux. Mais bon, il y avait une présence donc des dieux dans tous leurs états, on pourrait dire, immédiate. Quand on passe au monothéisme, on arrive à autre chose. C'est qu'il n'y a plus de dieu de l'instant, il y a un seul dieu, comme le monothéisme dit bien, et ce dieu n'est plus immanent, il est transcendant. Et donc il est infiniment lointain. Donc voilà qu'on se retrouve dans un changement de configuration totale, puisque des dieux immanents, nous passons à un Dieu transcendant, infiniment lointain. Donc la question, ce que se pose le croyant, c'est de savoir comment donc il va avoir contact avec ce Dieu. Et la réponse d'Augustin, par exemple dans les confessions, c'est donc de trouver Dieu en soi. La question du maître intérieur. Donc, tu le cherches très 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 loin, arrête de le chercher, il est en toi, écoute-le, il parle en toi. Alors, de mon intérêt pour la psychanalyse, je dis que c'est une des premières formulations du surmoi. Parce que moi, qui essaye de se débrouiller comme il peut, mal dans le monde, et puis il y a cette loi qui parle en moi, que je peux entendre pour autant que je l'écoute. Alors voilà le problème augustinien, il est là, c'est
pour que j'écoute cette voix qui parle en moi, il faut que je m'aime assez moi-même pour la laisser passer, la laisser me parler. Je m'apprécie assez moi-même. Et évidemment, comme toutes les questions non résolues, ça fait travailler beaucoup de penseurs, de philosophes théologiens, pendant des centaines d'années, peut-être même plus, presque plus qu'un millier d'années, et la question ressort. La question ressort avec Pascal, dont le ressurgissement, sous une forme locale mais nette, donc, de cet amour de soi. Pascal, vous le savez, se reprochera toute forme de concupiscence relative à l'une des trois libidos. Celle qui concerne le savoir, puisque Pascal est un immense penseur. Donc, je ne sais pas, première expérience sur le vide, la cycloïde, bon, etc., etc. Les bases du calcul de probabilité, enfin bon, son travail avec Fermat, bon, tout ça. Et plus Pascal se livre à ses passions de savoir, plus il se les reproche. Et donc, en même temps qu'il est un immense savant, c'est un immense malade. Et il souffre de partout parce qu'il se punit, justement, de sa libido sentiendi, qui est bien obligé d'assumer. Et donc voilà, ça reste en l'état avec cet homme savant immense et complètement souffreteux, se punissant toute sa vie. Il meurt à moins de 40 ans. Hein, de toutes ce qui tombe sur lui comme punition pour justement céder à cette libido. Et donc ceci sera repris par ses héritiers, notamment Pierre Nicole. Et donc dans les essais de morale de Pierre Nicole, on retrouve donc une vingtaine d'années après la mort de Pascal, on retrouve posée à nouveau cette vieille histoire non résolue depuis saint Augustin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'amour de soi? Est-ce qu'on peut le mépriser absolument? Et sinon, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc il y a toute une très très longue élaboration de Pierre Nicole sur l'amour de soi, qui est, à un moment donné, presque réhabilité. Sous la forme, donc, de l'amour de soi éclairé. Éclairé, c'est-à-dire qui ne cède pas à tous ses caprices, à toutes ses passions, mais qui sait discerner où sont ses propres intérêts. Et donc, on assiste là, dans la suite de l'élaboration janséniste, à un premier temps de réhabilitation de l'amour de soi. Je ne vais pas refaire toutes les étapes, je les ai présentées dans mon livre, mais ensuite il y a un élève de Nicole, de Bois-Guilbert. Il y a ensuite donc le passage des jansénistes aux protestants, avec Pierre Bell, calviniste, converti, reconverti, etc. Mais bon, qui permet le passage de cette question de l'amour de soi du côté des calvinistes. Et puis Pierre Bell sera lu ensuite, on est là 40 ans après l'élaboration de Pascal, puis celle de Pierre Nicole. Tout ce travail sera recueilli par un drôle d'oiseau, si je puis dire, si vous me mettez cette expression,
Donc Bernard de Mandeville, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Bernard de Mandeville qui est mal connu, alors que au XVIIIe siècle, il était considéré comme un philosophe très très important, très connu par les fumées sulfureuses qui tournaient autour de lui, qui découlaient de ses propositions scandaleuses. Propositions scandaleuses qui, justement, alors là, font une place majeure à ce qu'il appelait le self-liking, qui devient donc, alors qu'il est calviniste, qui devient donc le principe le plus important de l'organisation sociale et du rapport entre donc la société des hommes et donc la cité de ce qu'on appelait autrefois la cité de Dieu. Et ça m'a amené donc ceci, tout ce passage progressif, a beaucoup travaillé sur celui qui donc fait cette synthèse et qui aboutit donc à la valorisation du self-liking, de l'amour de soi. Valorisation majeure, absolue. Alors, j'ai été aussi intéressé puisque Mandeville était un médecin de l'âme, un médecin des passions. Et il a écrit par exemple en 1711 un livre qui s'appelle Le traité des passions hystériques et hypocondriaques, après qu'il se soit établi donc en Angleterre, puisque Mandeville, comme vous le savez, est d'origine française, mais avait fait ses études dans les Provinces-Unies, soutenu son doctorat à Leyde en 1691 et était parti à Londres en 1698 pour s'installer donc comme, on dirait aujourd'hui, psy, médecin des passions. Il traitait donc les hommes et les femmes de préférence hystériques et les hommes de préférence hypocondriaques. Et ce traité des passions est tout à fait étonnant puisqu'on s'aperçoit que Mandeville, contrairement donc aux médecins de l'époque, dont on peut avoir une idée caricaturale, mais il suffit de relire par exemple Le malade imaginaire de Molière, de voir le personnage de Harcon, qui veut devenir médecin, et donc pour devenir médecin, va à l'université, et donc à toutes les questions que les maîtres de l'université lui posent, répond en latin. Il faut purger, il faut saigner, et si ça ne marche pas, il faut repurger, il faut saigner. Alors on pose la question, pour les maux de tête, purger, saigner. Pour donc les douleurs abdominales, purger, saigner. Donc alors, on a la réponse absolue. Or, Mandeville ne répond pas à ça du tout. Il ne s'intéresse pas spécialement à l'anatomie non plus. Il ne passe pas des choses sous le microscope comme on commence à le faire passer à l'époque sous cet instrument qui commence à se répandre. Il écoute les patients, l'écoute des patients. Il dit il faut entendre ce qu'ils disent et prendre tout le temps. Et donc ce traité est extrêmement intéressant puisque il fait la proposition suivante. Voilà, des gens qui souffrent parce qu'il y a des contraintes morales qui pèsent sur eux, qui leur disent de façon permanente ceci tu ne dois pas le faire, ceci tu ne dois pas, etc. Bon, il y a des commandements, autrement dit, qui pèsent sur des gens, et quand ces gens écoutent ces commandements, eh ben, ils n'osent pas faire un certain nombre de choses, ou s'ils ont une petite idée de se dire je vais le faire quand même en esprit, pas en acte, mais en esprit, ils se punissent quand même. Donc ils sont hystériques et hypocondriaques. Et donc Mandeville s'aperçoit que quand on fait parler le malade, eh ben ça s'allège.
les symptômes s'allègent. Alors ça, c'est au plan individuel. Il se pose bientôt la question de savoir, mais bon, qu'est-ce que ça donnerait ça au plan collectif? Alors je disais que c'était un drôle d'oiseau parce que vraiment il est médecin de l'âme, il est écrivain parce que il a traduit en Angleterre les fables de La Fontaine, une trentaine de fables de La Fontaine, et donc il se met, puisqu'il a pris le tour de main, à écrire une fable qui s'appelle, donc cette fameuse fable qui s'appelle sur la fable des abeilles, où 433 octosyllabes, il présente une situation tout à fait typique de la fable. Je dis typique parce que dans les fables, comme dans les fables de La Fontaine, qui viennent de Ésope par exemple, Cigale et la fourmi, ça vient de Ésope, c'est l'auteur grec, 4e siècle avant notre ère. Et donc on a une situation circonstancielle chez des animaux, et puis on ne sait pas très bien quoi faire, on a un problème à résoudre, et donc on essaie de trouver une règle pour résoudre le problème. Par exemple, Cigale et la fourmi, voilà, il fait beau, c'est l'été, qu'est-ce qu'on fait? Donc est-ce qu'on chante, est-ce qu'on danse, est-ce qu'on va rire avec les amis, ou est-ce qu'on accumule parce que l'hiver viendra? Et donc, il y a une réponse qui est la morale, la moralité, la maxime de la fable. Et donc, cette maxime ne s'applique pas aux animaux, bien sûr, elle s'applique aux hommes qui doivent entendre donc le retour donc à ce qui est une règle qui s'imposerait à tout le monde. C'est un retour à la normale, d'une certaine façon, que les hommes, que les êtres avaient à un moment donné oublié. Or, ça intéresse beaucoup Mandeville, puisque s'il écrit la fable des abeilles, c'est pour produire, lui, non pas un retour à la normale, un retour à la règle, mais un retour à la normale, et l'apostrophe, alpha privatif, quelque chose qui est anormal. Donc c'est accéder à quelque chose qui n'avait pas été prévu, accéder à un monde anormal. Alors la fable, comme vous le savez, raconte l'histoire d'une ruche riche. Elle est riche parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Par exemple, je sais pas, un juge jugera une affaire avec d'autant plus de bienveillance à votre égard si vous lui donnez une petite commission. Bon, donc il va amasser comme ça un peu d'argent, et son argent, il va par exemple l'utiliser pour son propre apparat, en se construisant une belle maison, en ayant des attelages de chevaux, des serviteurs, etc. Et pour se construire cette belle maison, il va faire venir des métiers différents, des entrepreneurs, qui vont eux aussi tricher en mettant un peu plus de sable que de ciment ou de plâtre pour construire la maison. Donc tout le monde triche un peu, mais tout ça produit de la richesse. Tout ça produit de la richesse. Et donc, le problème de cette ruche, c'est que la ruche est riche, mais les gens se sentent coupables, parce qu'ils sont malhonnêtes, les uns vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Ils peuvent mentir, ils peuvent escroquer, ils peuvent voler, ils peuvent se livrer à des actes immoraux, etc. Et c'est la condition de la richesse. Donc ils souffrent, ils sont contents d'être riches, mais ils souffrent en même temps d'être immoraux. Et la deuxième partie de la fable, c'est donc ce qui arrive quand tous les habitants de la ruche décident de devenir honnêtes. Et il arrive ce qui doit arriver, c'est que tout le monde devient honnête, donc on ne prend plus de commissions occultes, on ne se construit plus de belles maisons, on n'a plus besoin de l'apparat pour porter des beaux habits, pour faire des tissus qui montrent donc la puissance et l'apparat que l'on peut avoir, et donc la ruche dépérit.
Alors, la proposition de Mandeville, c'est, bon, écoutez, si vous voulez être honnête, vous ne pouvez pas être riche. Et si vous voulez être riche, il faut être malhonnête. Alors, voilà pourquoi je disais un retour à la normale, parce que il faut normaliser cette situation de la culpabilité. Donc la seule solution, c'est cesser d'être coupable. C'est-à-dire, les récits moraux qui pèsent sur vous, les commandements moraux qui pèsent sur vous et qui vous empêchent de faire un certain nombre d'actions, parce que c'est pas moral, c'est pas bien, eh bien il faut arrêter avec cette culpabilité, et donc tout le monde sera heureux si vous en cessez avec la culpabilité. Et donc la proposition de Mandeville, c'est de dire, ben voilà, j'ai guéri des gens individuellement, en allégeant les carcans moraux qui pèsent sur eux, mais on peut généraliser ça au niveau du collectif. Et si les gens cessent de se sentir coupables dès qu'ils font la moindre infraction, donc à un cadre moral, eh bien, ce qui arrivera sur Terre, c'est la prospérité. Il faut qu'ils pensent à leur propre, chacun pense à ses propres intérêts. Et on revient donc à l'amour de soi comme règle, qui permettrait donc, non pas seulement des effets sur soi-même, mais des effets au niveau du collectif. Et on peut dire que là tient le cœur de l'anthropologie libérale et la maxime de la fable des abeilles, comme dans les maximes ou les morales ou les moralités dans les fables de La Fontaine. C'est donc cette proposition absolument scandaleuse qui dit des vices privés qu'il faut libérer font la vertu publique, c'est-à-dire la richesse publique. Et donc, il propose une organisation sociale où il va falloir libérer les pulsions. Peu importe si ça opprime les autres, peu importe si on ment, peu importe si on produit toute une série d'actes et d'actions contraires à la morale. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, donc, c'est non pas de gagner le paradis plus tard, après sa mort, mais d'arriver à l'opulence sur Terre, qui est une forme de paradis, donc immédiatement sur Terre. Et je dirais que c'est ça l'origine du divin marché. Donc on est passé d'une religion qui supposait donc l'observation d'un certain nombre de commandements, décalogue, les fameux 10 commandements ou les 10 paroles, à une religion qui dit cessez de vous sentir coupable, ne pensez qu'à votre propre intérêt, et donc comme ça, vous ferez, sans même y penser, le mieux que vous puissiez faire pour vos concitoyens. Donc ça peut s'énoncer à peu près comme ça. Soyez aussi avide, dépensier, égoïste que vous pouvez l'être pour votre propre compte, car ainsi vous ferez, sans même y penser, le bonheur de vos concitoyens. Et donc il y a une promesse d'opulence qui est d'autant plus faite que 50 ans plus tôt, on avait eu le fameux Léviathan de Hobbes, qui donc avait dressé le tableau des rivalités, les fameuses guerres de chacun contre chacun, qui donc apparaît lorsque les ressources sont rares et que nous sommes donc dans un régime, disons, où il y a peu de ressources qu'il faut partager entre beaucoup de monde, ce qui, bien sûr, produit des effets de rivalité entre donc les différents individus composant la société. Donc 50 ans plus tard, la proposition de Mandeville, c'est le problème, c'est le manque d'opulence, le problème c'est donc le fait que nous manquons de ressources, et donc la solution c'est de pouvoir disposer de plus de ressources. Et pour disposer de plus de ressources, il faut donc mettre en avant cet amour de soi, cette avidité, parce que ça produit de la richesse et que ça nous permettra de passer à l'état de l'opulence. Et donc il y a une promesse. Toutes les religions font des promesses. C'est même le cœur de la religion de faire une promesse aux hommes.
le cœur des religions dans le champ chrétien, c'est évidemment la promesse de vie après la mort. Bah, c'est un problème, on va mourir. Débrouiller avec cette idée-là, pour les hommes, ça n'a jamais été facile. Donc il y a une sorte de traitement narratif, de traitement au sens on traite un problème, et de traitement au sens de remède. Le traitement narratif est le suivant: si vous observez les commandements, alors dans votre vie après la mort, vous aurez une vie après la mort et vous pourrez vivre de façon éternelle. Ça, c'est la promesse, donc, dans le champ des monothéismes, la promesse donc, que fait le divin marché, c'est si vous acceptez de vivre et d'en finir avec la culpabilité, donc d'assumer toutes vos passions, vos pulsions, etc., alors nous entrerons dans un règne d'opulence, pas plus tard, mais tout de suite dans le monde. Et d'une certaine façon, donc, ceci se produit dans la première version, donc ceci est promis dans la première version de la Fable des abeilles, 1705. 1705, nous sommes au tout début de la révolution industrielle, lorsque se mettent en place les bases mêmes du capitalisme. Ça n'arrive pas n'importe quand, ça arrive au moment de la révolution financière anglaise qui date d'une quinzaine d'années plus tôt, qui a permis donc de faire des emprunts et donc de soutenir, de faire des prêts à ceux qui allaient donc se lancer dans les affaires. Alors ça, il y a un flux d'argent qui a été créé par la révolution financière, qui est disponible pour que donc des entreprises se créent. Il ne manque plus qu'un flux de main-d'œuvre pour que le flux d'argent rencontre le flux de main-d'œuvre déraciné, et ce flux de main-d'œuvre est fourni par la fin en Angleterre du système des open fields. Il y a des champs ouverts qui étaient, on appelle maintenant les communs. Des terres qui appartenaient en commun aux paysans, sur lesquels ils pouvaient travailler, faire de l'élevage, cultiver, etc., et qui leur permettaient donc d'avoir une socialité communautaire. Donc c'est la fin des communs, et donc l'apparition de ce qu'on appelait les enclosures, et qui donc privatise cette terre qui était commune, qui fait que tous ces gens qui travaillaient sur les terres de façon communautaire n'ont plus rien, et donc peuvent être embauchés par ces entreprises qui se mettent en place, ces premières entreprises textiles, les mines, etc., qui se mettent alors en place, et qui constituent donc le fond, le cœur de la première révolution industrielle anglaise. Donc la proposition mantudienne, vice privé égale fortune publique, correspond donc à une proposition qui est faite à l'aube de la première révolution industrielle, au moment où le capitalisme va donc devenir conquérant et passer du laboratoire anglais progressivement dans les autres pays, jusqu'à gagner aujourd'hui, sous le nom de mondialisation, le monde entier, et donc qui montre bien que nous vivons aujourd'hui dans le règne de cette promesse d'opulence qui suppose donc la libération des passions privées et qui c'est donc que je nomme ce divin marché. Voilà donc le renversement métaphysique, et je pense qu'on ne comprend pas bien le capitalisme si on ne l'inscrit pas dans ce fond métaphysique et théologique qui a permis donc son apparition. Pourquoi ? Parce que il y a eu d'autres régions du monde où il y a eu des flux d'argent et des flux de main-d'œuvre libérés, mais il n'y a pas eu la condition morale. La condition morale, c'est donc cesser d'être coupable, plus de culpabilité, et partout donc où dans les autres régions du monde il y avait de l'argent et il y avait des flux de main-d'œuvre, jamais le capitalisme n'est né. Il est né à ce moment-là en Angleterre, parce que en plus donc de ces deux flux
d'argent d'un côté, de main-d'œuvre, il y a eu la condition morale. Et souvent, beaucoup d'analyses sur le capitalisme, dont le marxisme, oublient la condition morale, c'est-à-dire le renversement dans cette injonction donc à se trouver libéré de toute culpabilité. Donc, vous avez évoqué là, disons, les origines un peu à travers une histoire des idées qui remonte très loin, depuis déjà Saint-Augustin, en passant par Pascal, et puis ensuite à travers Mandeville, les origines de ce qui va constituer le credo de la pensée libérale. Alors évidemment, sur cet adage de Mandeville, les vices privés qui font la vertu publique ou le bien public, cet énoncé va être redécouvert par Adam Smith, qui est le père de l'économie moderne. Oui. Par là même ensuite, vous, dans votre ouvrage, vous montrez que ça va être repris par les penseurs de l'économie libérale comme Hayek, oui, etc. Et donc, la main cachée qu'identifie Adam Smith dans la régulation du marché, donc vous montrez que c'est une découverte d'origine théologique, cet aspect providentiel qui fait que les intérêts privés égoïstes de chaque agent économique, tout ça s'harmonise au niveau collectif. Donc c'est vraiment l'aspect providentiel, magique, oui, divin de cette croyance. Bon, on va revenir sur cette question de la croyance, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, à travers les sciences de la complexité, les sciences de l'auto-organisation, les phénomènes non linéaires, on peut mettre en équation mathématique ce type de phénomène où justement le tout qui est plus que la somme des parties, cet aspect un petit peu transcendant entre guillemets, disons de l'addition disons de propriétés rudimentaires au niveau des individus. Mais les gens, enfin les économistes vont percevoir ça comme quelque chose d'un effet magique. Mais c'est ça que je trouve, c'est qu'aujourd'hui ça n'a rien de mystérieux ce type de contradiction. Mais c'est sur ce type de mécanisme un peu auto-organisation ou émergentiste que va pointer, disons, l'aspect théologique. Et donc, dans votre travail, ce que vous montrez, c'est que, bon, nous avions une sorte de grand récit de l'essor du capitalisme à travers la thèse de Max Weber, qui part de son étude des sectes protestantes. Mais vous, en fait, vous nous proposez une autre version un autre grand récit, voilà, des origines théologiques du capitalisme à travers cette, notamment Mandeville, principalement, voilà, Mandeville, et donc aujourd'hui, nous aurions donc le système qui triomphe, en tout cas depuis 2-3 décennies, depuis l'effondrement du communisme. Voilà, c'est ce libéralisme économique qui a été porté idéologiquement au début des années 1980 par Thatcher, par Reagan et quelques autres, et qui aujourd'hui, c'est ça qui me paraît extrêmement frappant, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la première croyance collective sur Terre, c'est-à-dire que ce projet que vous esquissez dans la sphère occidentale s'est répandu à l'échelle mondiale. Et donc, comment vous voyez un peu voilà, comment décririez-vous cette croyance collective aujourd'hui qui fait qu'un Chinois, un Sud-Américain, un Africain, un Européen, voilà, rêvent tous la même passion, libérer les passions, libérer les pulsions, comme vous le dites. Comment ça fonctionne, cette magie-là, Oui. Non, vous avez raison, c'est une dimension qui paraît magique. Et donc, je crois qu'il faut en revenir pour comprendre bien tout ceci, parce que ceci a été occulté, justement. Si on ne le comprend pas bien maintenant, c'est parce que ça a été occulté. Et ça a été occulté récemment par Max Weber, qui a, je pense, avoir montré
dans la présentation de textes que je fais de Mandeville, l'édition des 5 textes que je viens de faire de Mandeville, une présentation d'une centaine de pages, où je montre la réception, ou plutôt la non-réception de Mandeville, et la non-réception de Mandeville commence par Max Weber, qui a donc enquêté sur les sectes piétistes, calvinistes, etc., sectes protestantes, donc de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, et qui a omis, alors qu'il le connaissait, d'aller voir chez Mandeville calviniste. Bon. Et donc, évidemment, ça pose beaucoup de questions parce que Mandeville dit exactement, si je puis dire, le contraire de Max Weber. Le capitalisme ne sort pas donc de l'ascétisme puritain des fondateurs, comme le soutient Max Weber. Vous connaissez bien sûr la thèse de Max Weber, c'est que les protestants, puisque la question de la prédestination, qui vient aussi d'Augustin, se pose, c'est suis-je prédestiné, puisque ce n'est pas mes bonnes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est Dieu qui décide. Même si je fais des bonnes actions, si je suis pas prédestiné, je ne gagnerai pas la vie éternelle. Donc, selon Max Weber, le souci du protestant, c'était de voir, essayer d'évaluer s'il présentait des signes d'élection divine ou pas. Et parmi ces signes d'élection divine, la richesse, le fait d'être riche, montrait que peut-être que Dieu l'avait distingué parmi les autres hommes pour donc lui affecter quelque chose que les autres hommes n'avaient pas, et qui était peut-être donc ce signe d'élection. Ça, c'est une part, donc le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que puisqu'ils sont dans l'ascétisme et le puritanisme, il faut qu'ils montrent des signes d'élection, la richesse, mais il ne faut pas qu'ils dépensent, il ne faut pas qu'ils en jouissent. Et donc, la réponse de Max Weber, vous cherchez d'où vient le capitalisme, eh ben voilà des gens qui accumulent, mais ils ne peuvent pas dépenser. Donc, c'est ça le capitalisme, ça vient de là. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand on compare donc les thèses de Max Weber et de Mandeville, on s'aperçoit que Mandeville dit l'exact contraire. Il dit ce ne sont pas des puritains qui ont créé le capitalisme, ce sont des pervers qui ont créé le capitalisme, parce qu'il faut qu'ils mentent, il faut qu'ils spolient l'autre, il faut qu'ils jouissent de toutes les façons dont on peut jouir de l'autre et de soi-même, pour pouvoir accumuler de l'argent. Et donc, ça évoque l'idée, qui a été, je pense être l'un des premiers à donc soulever cette question, que sous la couche ascétique et puritaine du capitalisme, il y a une sous-couche perverse. Et donc, ça a été peut-être l'occasion de se montrer aux yeux du monde sous un jour avenant, donc, que d'affecter donc des signes du puritanisme, alors que il y a sous tout cela donc un autre aspect, celui dont j'ai parlé, avec donc cette libération des passions et des pulsions, et donc l'avidité, toutes les formes donc par lesquelles cet amour de soi sans frein se manifeste. Alors, je crois qu'il y a eu un refoulement de Mandeville par Max Weber. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est 1920. 2 textes, 1904-1905, repris donc en 1920, et qui constituent pour tout le XXe siècle, le XXe siècle c'est quand même des maîtres. Dans les années 60, Bourdieu, Deleuze, Derrida ne juraient que par Max Weber. Et Mandeville avait complètement disparu. Et donc il y a une occultation des thèses mandevilliennes qui donc n'a pas permis de penser qu'il y avait peut-être une sous-couche perverse à ce qui était donc la couche apparente, puritaine et ascétique du capitalisme.
Alors il faut dire que ce que j'ai appelé moi le refoulement de Mandeville par Max Weber n'est pas le premier refoulement qu'a eu à subir Mandeville. Parce que le premier refoulement, c'est que dès que ces thèses sont apparues, elles ont été condamnées. Le grand jury du Middlesex en 1723, quand c'est traduit en France, c'est mis à l'index, c'est brûlé sur la place de Paris par le bourreau. C'est le plus grand scandale philosophique de toute l'Europe. Les bouquins de Mandeville sont brûlés dans toute l'Europe. Donc on fait disparaître physiquement les œuvres, les textes de Mandeville. Bon, donc c'est un refoulement physique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, on ne trouve plus les textes. Bon. C'est interdit, c'est... Et puis, donc, c'est à ce moment-là aussi que son nom est transformé. Mandeville devient Man Devil, l'homme du diable. Donc, c'est le diable qui arrive sur Terre et qui veut installer donc un nouveau régime diabolique. Donc premier refoulement de Mandeville, qui est accompagné donc de ce second refoulement par Max Weber, et qui fait que, bon, on ne parle plus de Mandeville au XXe siècle, sauf quelques-uns. Il faut rendre hommage à la lecture de Louis Dumont, là, qui est un des premiers à avoir ressorti Mandeville. Ça, c'est du côté de, disons, les penseurs français. Et puis, en Allemagne, il y avait au moins Horkheimer, dont on sait qu'il avait lu Mandeville et qu'il avait compris quelque chose. Mais bon, c'était très, très, très local. La thèse majeure, c'était la thèse, donc, de Max Weber. Et cette thèse de Max Weber ne permet pas bien de comprendre donc ce qui se met en place, et c'est pour ça qu'il faut en retourner au texte de Mandeville et penser vraiment l'idée même qu'ils prennent une ruche. Et ça, je pense que c'est par là qu'on va pouvoir répondre à la question que vous posez. Comment est-ce que quelques principes de base produisent un système considérable, bien supérieur donc à la somme des différentes parties, et qui donc correspond à ce qu'on appelle ce capitalisme dans sa forme mondiale aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la ruche? La ruche, c'est au fond une machine cybernétique. C'est une machine cybernétique où vous avez chacun des individus qui est mu par un paramètre simple, un principe simple, la recherche de son intérêt maximal, quoi qu'il en coûte. Et puis tout ça se combine, les actions, les interactions, dans cette organisation, auto-organisation dont vous parliez, pour construire donc l'ensemble de la ruche supérieure à la somme des parties. Et l'ensemble de la ruche supérieure à la somme des parties, c'est donc c'est cette providence qui donc permet d'assembler ces intérêts particuliers et de produire donc cette richesse et de passer donc de l'état de pénurie à l'état de richesse. Alors, je crois qu'on pourra aller loin sur cette idée de la ruche comme système cybernétique. C'est d'ailleurs quelque chose qu'avait compris un des fondateurs de l'école néolibérale, Hayek, Friedrich Hayek, parce que Hayek avait travaillé dès la fin des années 40 avec ce qu'on appelait au tout début les cybernéticiens. Et donc il avait compris comment des systèmes extrêmement complexes pouvaient pouvaient être créés à partir de systèmes où les différentes parties du système sont commandées par une ou deux instructions, comme on dirait en informatique. Donc l'instruction, c'est cherche ton profit maximal, et le reste, ça produit donc cet ensemble. Donc la question, c'est de savoir comment ceci a gagné le monde. Je crois que là, il faut faire intervenir une notion un peu, j'allais dire un peu scandaleuse, c'est que le marché a libéré les individus qui, de par le monde, étaient soumis à des systèmes moraux en Chine, maintenant en Afrique, ailleurs, dans les différents pays du monde,
et qui donc interdisait en quelque sorte de ne penser qu'à son propre intérêt et qui désobligeait ces individus à penser à la collectivité. Donc d'un seul coup, voilà un système qui arrive, ce capitalisme qui débarque dans l'ensemble des pays du monde, où il y a toute une série de codes culturels, où il y a la présence donc de l'idée de l'autre, de la communauté. Je sais s'il était forte, par exemple en Chine, l'idée de la communauté, ou même au Japon, où la notion d'individu, de sujet, par exemple, il y a un beau travail qui a été produit là-dessus par un ami philosophe japonais, où il y a 50 ans au Japon, la notion de sujet, qui pour nous est sujet au sens sujet de droit, n'existait pas dans la langue japonaise. Et ça a été importé. Pourquoi ça n'existait pas? Parce que c'était d'abord le rapport à l'autre, à la collectivité, à l'ensemble, qui donc prévalait sur le sujet, qui faisait même disparaître le sujet. Donc voilà que le capitalisme qui porte donc cette idée, qui dit à chacun ne pense qu'à toi-même et le bonheur s'en suivra, le bonheur collectif s'en suivra, surtout ne pense qu'à soi-même, ne pense pas au bonheur collectif parce que tu vas, c'est la proposition de Hayek, si tu penses au niveau collectif, tu vas brouiller donc la réalisation de cette providence qui se réalise toute seule, par voie auto-organisatrice et cybernétique. Bon. Et donc je pense qu'il faut penser le capitalisme comme un système, premier système de libération, par rapport donc à ce qui constitue les différentes cultures du monde, où dans aucune de ces cultures, la prévalence n'était accordée au premier chef à l'individu sur le collectif. Et donc là, il arrive ceci qui dit aux gens, ne pense qu'à toi, et tu vas faire le bonheur de la communauté. Et je crois donc que ceci constitue une libération, entre guillemets, par rapport à ces autres façons, organisations civilisationnelles. Je dis entre guillemets parce que, évidemment, cette libération amène immédiatement des aliénations considérables, de nouvelles aliénations inconnues dans ces civilisations. Alors, la nouvelle aliénation, c'est le fait que ce qui pèse, ce qui donc s'applique aux individus, c'est l'exigence de production et de consommation. Il faut que tu produises plus, il faut que tu consommes plus. Si tu produis plus, il faut que tu consentes à la division du travail, qui est la condition même de production toujours plus étendue, plus large, plus puissante. Donc il faut que tu consentes à la division du travail, donc que tu ne te mêles pas de penser à des choses qui sortiraient donc du lieu où tu as signé comme producteur. Ça, c'est quand tu es producteur. Et deuxièmement, il faut que tu consommes toujours plus. Ce qui lance les individus dans des cycles consommatoires élargis, toujours plus puissants. Alors, étrangement, il y a là aussi des effets de libération que je mets toujours entre guillemets. C'est-à-dire que vous passez d'un état où vous êtes, par exemple, dans un rapport vis-à-vis de votre société, où vous êtes assigné à tel ou tel endroit, en dominance ou dominé, où vous êtes homme et vous avez le droit d'un certain nombre de choses, et femme et vous n'avez pas le droit d'un certain nombre de choses, vous êtes blanc et vous avez le droit de beaucoup de choses, et vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de beaucoup de choses, etc. etc. Étrangement, le néolibéralisme égalise tout ça, puisque vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes homosexuel, vous êtes femme, vous êtes homme, vous êtes vieux, jeune, vieux et respectable, et jeune, et donc vous devez respecter les plus anciens. Tout ça ne compte plus. Ce qui compte, c'est soyez consommateurs. C'est la seule chose qui nous intéresse, c'est que vous consommiez, et que vous produisiez, et que vous consommez. Donc il y a un effet à la fois de libération, mais il y a de nouveaux effets d'aliénation extrêmement forts.
puisqu'on n'est plus reconnu qu'en tant que celui qui est assujetti à la performance productive et à la consommation. Et donc, ça marche tout ça pendant un certain temps, jusqu'à ce moment où on s'aperçoit que ce toujours plus, à quoi toujours plus produire, toujours plus consommer, qui introduit donc l'idée non pas seulement d'une richesse qui est en train que nous sommes en train de produire, mais d'une richesse infinie. Donc c'est l'introduction de quelque chose d'infini dans notre monde. Cette richesse infinie promise par le capitalisme apparaît comme n'étant pas soutenable, tout simplement parce que nous sommes en train de détruire le monde, puisque le monde, lui, est fini. Ce qui se manifeste maintenant par le fait que quand on produit, on consomme un certain nombre de ressources en air, en eau, en matériaux fossiles, en ressources diverses, etc. Et si on les consomme, on les consume. Et donc on les fait disparaître. Et donc ceci en plus donc produit des effets de désordre introduits par les pollutions, par donc les équilibres écologiques fondamentaux. Et donc cette dimension d'infinitude n'est pas tenue dans le monde fini dans lequel on est, parce qu'on est dans un monde fini, c'est rond la Terre, et donc ça ne va pas s'étendre. Et donc on introduit là-dedans quelque chose d'infini, la richesse infinie, et donc on fait exploser quelque chose de l'ordre du fini. Et donc cette promesse du capitalisme d'amener quelque chose n'est pas tenable, puisqu'on est en train de détruire le monde qui ne peut pas supporter donc cette richesse infinie, qui est pourtant promise par donc l'efficience du système cybernétique dans lequel nous sommes, où toutes les parties donc s'intégreraient pour produire cette somme, donc, enfin cet ensemble supérieur à la somme des parties. Alors justement, cette introduction, cette infinitisation de la marchandise, de la consommation, maintenant approche d'un côté la dimension finie de la planète, la dimension finie des ressources, les limites physiques de notre biosphère, puisque l'homme aujourd'hui dérègle le climat, enfin voilà. Et vous montrez que en fait cette libération des passions et des pulsions produit un individu égoïste, mais qui en même temps n'est pas un individu vraiment libre, puisqu'il est conduit, il est mis en laisse, il est conduit en troupeau. Donc il y a de la formation, il y a de la mise en troupeau des individus qui se pensent libres, mais qui sont manipulés par la libération des passions et des pulsions, donc la mise en avant de l'égoïsme couplée à une forme de grégarité. Et donc c'est ce qui pousse, disons, le plus grand nombre, voilà, à aller vers toujours plus de consommation, produire, consommer plus, la croissance, etc. Nous avons ce processus d'infinitisation qui se heurte aux limites finies. Oui. Comment alors il y a un processus théologique, mais j'ai rencontré Bruno Pinchard, le philosophe, qui dit que j'ai vu votre interview excellente. Voilà, lui il apporte un éclairage du point de vue un peu de la chrétienté catholique, l'idée que en fait ce processus d'infinitisation ce serait comme une sorte de poursuite du processus incarnatif, et disait qu'il connaissait pas de théologien capable d'arrêter ce processus qui nous mène à la destruction. Comment pouvoir, puisque nous savons que l'issue est fatale, que cette croyance nous mène vers l'infini de la marchandise et du marché, va nous conduire au cataclysme. Et donc, comment pouvoir, par quel moyen pouvoir réveiller le troupeau, ou bien, voilà, Deleuze disait, voilà, il mettait en scène, cette idée que peut-être le troupeau pouvait se réveiller, devenir une sorte de meute de loups. Mais est-ce qu'il y a un processus qui peut inverser la mise en troupeau des individus qui sont conduits de manière aveugle à poursuivre leur égoïté et à détruire leur propre environnement? Oui, c'est évidemment une immense question. Mais par rapport à la réponse que
d'excellents philosophes faisaient. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un théologien qui serait capable de dire « bon, ça ne marche pas », il répond « non », et il n'y en a pas. Et donc, il se pose la question de « alors, quoi, qui ?» J'apporterai pour ma part une réponse légèrement différente. Je dirais qu'il n'y a pas de théologien qui pourrait s'opposer à cette incarnation de l'infini, etc., tout simplement parce que nous avons changé de régime de pensée. Nous étions auparavant dans un régime trinitaire de pensée, avec non seulement, je ne pense pas simplement du tout à la Trinité chrétienne, je pense à la Trinité qui existe aussi bien dans les figurations de la Torah juive que dans l'islam, j'en ai discuté avec Fethi Ben Sama, que dans le christianisme. Dans le christianisme, c'est évident. Mais donc la question qui se pose dans cette figuration chrétienne, dans cette figuration de la Trinité, c'est une figuration où, dans un ensemble, la grande question, c'est pour les individus de supporter la mort. Donc, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? Eh bien, c'est ni toi ni moi, c'est le tiers qui va la supporter pour nous. Dieu est d'une certaine façon depuis toujours mort. Mais c'est parce qu'il est mort que donc nous sommes libérés dans nos rapports interpersonnels de cette question qui pèserait autrement sur nous et qui nous empêcherait de vivre, soit on se tuerait, soit on tuerait l'autre, parce que c'est insupportable. Et je crois qu'il y a dans le fond des religions, toutes les religions monothéistes, cette idée d'un tiers qui, pour les hommes, a pris quelque chose en charge que eux ne peuvent pas, avec quoi ils ne peuvent pas vivre. Donc je crois qu'il y a dans les monothéismes en général ce fond trinitaire. Or, avec ce modèle cybernétique duquel je parlais tout à l'heure, qui apparaît très très bien dans la ruche comme donc cet ensemble complexe où chacune des parties n'est mue que par un ou deux paramètres, la recherche de son intérêt maximal, nous sommes passés d'une pensée trinitaire à une pensée binaire. C'est pour ça que nous sommes dans un monde cybernétique maintenant. Il n'y a plus de rapport, il n'y a pas de rapport entre la trinité et la binarité. Ça gère autrement le monde, les choses, la pensée, et ça gère autrement la mort. Et je crois que si, par exemple, se pose aujourd'hui la question du post-humanisme, c'est parce que justement, la question d'un autre mode de gestion de la mort qui pèse sur les individus est à l'ordre du jour. Tout à l'heure, je vous ai dit, bon, voilà, on meurt, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La religion me disait, si vous conduisez bien, vous allez vivre dans une vie éternelle après. Bon. Le post-humanisme, c'est un traitement narratif. La pensée binaire dans laquelle nous sommes maintenant propose un traitement non plus narratif, mais un traitement réel. C'est qu'on va lire les gènes, donc l'écriture génétique dont tu es l'expression, pour corriger là-dedans ce qui a inscrit la mort chez les individus. Et donc ça propose un tout autre traitement qu'un traitement narratif, ça propose un traitement réel. Le traitement narratif n'est pas capable de faire ça. Il faut un traitement donc de l'écriture binaire, c'est-à-dire la façon dont on interconnecte l'écriture de l'intelligence du naturel, l'écriture génétique naturelle, avec ce qu'on sait maintenant faire avec donc l'écriture de l'intelligence artificielle qui est d'ordre binaire. Avec donc, on sait d'où ça vient de donc les premières élaborations par Leibniz des logiques booléennes qui ont été reprises au XIXe siècle, qui permettent maintenant donc de produire des algorithmes qui vont fonctionner à l'image des neurones et qui vont pouvoir se substituer à l'intelligence humaine et donc travailler de façon
binaire. C'est comme ça que notre monde marche, c'est comme ça que les machines qui m'enregistrent maintenant fonctionnent, avec donc un système qui est un système binaire, avec des processeurs, etc., qui fonctionnent donc d'une toute autre façon que les logiques trinitaires. Donc il n'y a pas de réponse à donc l'emballement vers l'infini que la Terre ne peut pas supporter du côté des religions, parce que elles ne peuvent rien faire par rapport au mode binaire dans lequel nous sommes. Elles ne peuvent faire quelque chose que par rapport au mode trinitaire, par rapport auquel elles sont pertinentes. Donc, il n'y a rien à attendre du côté des... C'est malheureux, mais du côté des théologiens. Peut-être que, bon, ils vont vous dire, calmez-vous, parce que regardez ce que vous êtes en train de faire. Bon, on peut ou pas les entendre, mais en tout cas, c'est pas eux qui cesseront le développement infini en spirale de cette machine cybernétique dans laquelle nous sommes lancés. Je pense que la seule solution, c'est nous y serons quand le monde commencera à se défaire. Alors, je ne sais pas s'il sera encore temps. On verra qu'on ne peut plus continuer comme ça. Quand bon, ça commence à se manifester. Donc par la diminution de la diversité des espèces, par l'altération donc des conditions climatiques, par la montée de toutes les pollutions qui atteint donc tous les éléments de ce monde et qui nous atteint intérieurement, par exemple. On parle de l'action des perturbateurs, des pollutions, etc., qui amènent, par exemple, on voit maintenant, on le sait, on est presque sûr qu'un certain nombre de formes donc de malformations, de pathologies gravissimes sont causées par justement donc cette pollution qui se répand partout du fait de l'hyperproduction dans laquelle nous sommes. Donc, à un moment donné, quand on ne pourra plus, il faudra bien s'arrêter. Mais je crois que ça va continuer jusqu'à ce que, vraiment les avertissements, les pires nous tombent dessus. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, il sera important de faire marche arrière? Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'on est lancé dans quelque chose qui est donc dévastateur, destructeur, que bon, il y a une pulsion de mort qui travaille l'humanité, je sais pas, peut-être ça ira à son terme, c'est pas impossible. Mais je ne sais pas si on peut obvier à ce destin donc, qui n'est pas supportable par notre monde. Le destin du toujours plus dans un monde qui est toujours bon, et qui est fini, quoi. Je ne sais pas. J'espère que donc les avertissements que nous recevons, je dis avertissements au sens grec du terme, au sens des châtiments que nous commençons de recevoir. Vous savez bien le rapport qui est fait entre l'hubris, la démesure, le toujours plus, et la némésis, le châtiment, qui était la grande question grecque, hein, de la philosophie, pas seulement de la philosophie, mais aussi bon, de la mythologie grecque, rester à sa place, quoi. Donc ce processus de démesure, l'hubris qui nous mène peut-être vers la catastrophe, semble d'un côté inéluctable par le processus voilà de toujours plus de marchandises, toujours plus de consommation, avec le prix anthropique qui se traduit au niveau de la destruction de l'environnement. Et donc on a l'impression aussi que donc avec cette formidable numérisation du monde, que les choses semblent inéluctables, mais j'ai l'impression aussi que peut-être faudrait peut-être faire la part des choses entre le capitalisme comme processus ayant atteint un stade transcendantal. Bon, vous le voyez plutôt aujourd'hui s'exprimer de manière immanente, mais disons en tout cas, il a atteint un stade de croyance collective, première croyance sur la surface de cette planète, d'un côté. Mais il y a d'un côté la numérisation, qui est une formidable mutation anthropologique,
mais qui, je dirais, ça se chevauche, mais c'est de l'ordre de l'invention de l'écriture, l'apparition de l'imprimerie. Enfin, cette révolution numérique transforme l'humanité, oui. Mais elle a des recoupements avec le capitalisme, qui est sa logique acide, qui dissout à peu près toute autre forme d'idéologie. Mais ce processus de transformation du numérique, c'est aussi une histoire qui se poursuit à l'échelle de l'humanité. Enfin, voilà, dans les transformations des capacités de stockage, de codage de l'information. Oui. Et donc, ça semble aussi apporter un certain nombre de promesses. C'est vrai que d'un côté, on voit que nous sommes engagés dans des processus de surveillance, vraiment processus colossaux de la part des plus grandes puissances. Mais d'un côté, ce qui est très instructif, c'est de voir qu'un seul individu, un Assange ou un Snowden, peut à lui seul révéler à toute l'humanité les secrets les mieux gardés, les plus protégés des plus importantes agences de sécurité américaines. Donc ça montre une surpuissance du système, société de surveillance, de contrôle qui manipule les gens en flattant leur égoïsme, mais en déterminant leur mise en marche. Mais d'un autre côté, voilà, il y a peut-être des fois quelque chose qui lève de l'inattendu ou de l'imprévu ou de l'inespéré qui peut enrayer la machine, sachant que la révolution numérique apporte aussi un certain nombre de transformations d'ordre anthropologique. Est-ce qu'on par cette transformation du numérique peut annoncer quelque chose qui serait un post-capitalisme? Est-ce que le numérique peut l'emporter finalement sur le capitalisme une fois heurté à des limites? Est-ce que vous voyez à travers ce phénomène de numérisation des ferments d'espoir ou de transformation de l'humanité pour se libérer de ces anciennes servitudes? Oui. Oui, bon, c'est évidemment une question très très importante. Il faut remonter, je pense, à l'idée même donc de cette science qui a pris maintenant cette ampleur et qui donc s'est exprimée sous sa forme moderne, je pense, la première fois avec Descartes, l'idée donc d'une mathésis universalis, qui allait devoir pouvoir rendre intelligible quantité de phénomènes, puisque le monde, Galilée était passé par là, était écrit en langue mathématique. Et donc on allait pouvoir enfin commencer à lire le monde et donc à comprendre le monde. Et donc là il y a un formidable espoir d'intellection, de compréhension, qui évidemment a porté au crédit des conquêtes, des plus belles conquêtes de l'humanité. Le problème, c'est que ces très belles conquêtes peuvent être mises au service de quantité de causes différentes. Et pour l'instant, même si il existe un ou quelques Snowden qui sont des héros de notre époque, pour moi, parce que voilà un homme seul qui risque tout pour révéler au reste du monde l'emprise dans laquelle ils sont et que le reste du monde ne connaissait pas. Donc il y a une dimension héroïque là-dedans. Bon, même s'il existe un ou quelques Snowden, ou même s'il a la potentialité qu'il en existe de faire trembler donc le système général de contrôle, ce système général de contrôle utilise très très largement maintenant les technologies numériques qui viennent donc de cette idée donc d'une mathématique qui permettrait non seulement de lire mais de transformer le monde. Et
donc, ce qu'on peut craindre, c'est l'asservissement, au contraire, de cette belle science qui nous ouvrait donc à une intelligence l'humanité n'avait jamais eue pour comprendre les lois du monde. C'est que cette belle science peut être parfaitement instrumentalisée par le capitalisme. Justement, vous en parliez, les technologies de contrôle fait que à tout instant, par exemple, la NSA, l'agence américaine dans laquelle travaillait Snowden, peut savoir où vous êtes, où je suis, savoir ce que je dis quand j'envoie un message, savoir si je sors de chez moi, si je vais ailleurs, si j'envoie un message ou si je téléphone, ce que je fais et ce que je dis. Donc cette technologie de liberté est éminemment aliénable par toutes les formes de contrôle et toutes les formes du capitalisme. J'ai eu connaissance il n'y a pas longtemps, et ça m'a assez surpris, sidéré même, de la façon dont ces technologies peuvent être utilisées par le marché. Quand vous vous promenez gentiment dans la foule en faisant vous regardez les vitrines, voilà, vous êtes détendu, heureux, ah ça me plaît, ah oh, regarde comme c'est beau, etc. Bon. Vous vous arrêtez devant une vitrine qui présente, je sais pas, beau costume, belle chemise, ah tiens, ça irait bien, etc. Les mannequins, donc, qui portent ces jolis costumes qui vous plaisent, ont maintenant dans l'œil une caméra. Et donc, sont capables de lire votre regard et d'interpréter la physionomie de votre visage en disant c'est une marque d'intérêt, de contentement ou de désintérêt, voire même de dégoût. Ils peuvent même savoir si vous êtes un homme, une femme, votre âge, qui est un algorithme donc de décryptage des signes que vous exhibez de toute nature, de contentement, ou les signes physiologiques sont maintenant parfaitement interprétables par les algorithmes. Et donc si on a vu que vous êtes content quand vous avez vu ce costume, on peut lire votre numéro de téléphone, de votre portable, et vous envoyer par des biais multiples tous les messages qui vont vous promettre la satisfaction de votre appétence. Donc le numérique là, c'est un tout petit exemple, aura été mis au service du marché à votre insu. Vous n'en savez rien, et en plus, c'est non seulement votre insu, mais en plus, c'est fait pour votre satisfaction égoïque, puisque vous trouvez que ce costume vous irait bien, bon, ça rehausserait un petit peu, bon, là, ouais, je serais mieux, me sentirais bien dedans, etc., etc. Donc, vous avez toutes les chances de céder à la sollicitation qui vous sera faite. Pourquoi ? Ben, pour la question qu'on a vue tout à l'heure. Il y a la satisfaction égoïque dans laquelle vous êtes, vous mettra immédiatement donc dans le troupeau des consommateurs, et les troupeaux des consommateurs, ils sont faits pour être guidés là où on veut les amener. Et donc quand vous aurez ce beau costume, ensuite on pourra vous proposer un autre costume encore plus beau, dans lequel vous serez encore mieux, et donc qui flattera encore plus votre égoïsme, on pourrait dire. Et donc, voilà, il y a le contrôle physique des individus, et puis il y a la manipulation, je veux dire, par des psychotechniques qui procèdent bien, elles, de la généralisation du numérique. Alors voilà, le numérique, c'est quelque chose qui me semble, là, à double tranchant. À la fois, donc, portant des promesses qui vont me permettre, par exemple, avec un petit appareil téléphone, de faire mes vidéos, de
créer ce que je veux créer, de mettre ça en ligne, de les retoucher, d'être créatif. Moi. Donc ça, c'est une promesse formidable, puisque je vais pouvoir créer des objets qu'avant, je ne pouvais pas créer. Et donc, ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement la consommation d'un objet manufacturé, c'est la création de mes propres objets. Et donc, vous savez, comme les sujets, c'est toujours fragile, on se demande toujours si on est bien là ou pas là. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis? Etc. Et donc, si je peux créer mes objets, que je peux les montrer, les diffuser largement, etc., évidemment, ça donnera des indices pour que si cet objet existe, c'est moi qui l'ai créé, alors c'est peut-être que je suis quand même un peu présent au monde, et à moi-même, et aux autres. Et je crée quelque chose, donc je ne perds pas ma vie à rien, quoi. Donc voilà, le numérique, c'est ça. Et en même temps, c'est tout le contraire. C'est tout l'asservissement et le contrôle des individus. Alors là, donc, je crois qu'il faut... Voilà, je suis extrêmement prudent sur le numérique, d'autant que l'interposition du numérique dans toutes les relations humaines, maintenant, amène des effets hautement problématiques. Par exemple, le fait que la présence des écrans maintenant arrive très tôt dans la vie d'un petit homme et fait que la vie est médiée par l'écran et donc que le rapport au vrai monde, si je puis dire, n'existe plus que par écran interposé, avec donc tout ce que cet écran peut montrer et ne pas montrer, donc m'amener et en même temps occulter du reste du monde, tout ce que cet écran aussi contient comme rupture de l'échange en direct, l'échange de face à face, l'échange humain, on parle avec un autre. Non, là, ça passe par des écrans et ça commence à produire des effets très tôt, puisque, par exemple, on sait maintenant, je travaille avec assez de gens dans le champ psychanalytique pour qu'ils aient déjà repéré des effets dans la formation subjective, dans l'assomption subjective, dans l'acquisition d'une pensée critique, ou par exemple, si la mère est toujours occupée avec son écran et le père aussi, bon, et que le fils est devant un écran de télévision, quelque chose est irrémédiablement rompu dans les relations humaines qui donc était le garant de l'assomption subjective des individus les uns par rapport aux autres. On voit maintenant des troubles qu'on appelle autisme virtuel, qui sont beaucoup plus généraux. Ça commence d'apparaître. Donc l'autisme virtuel, c'est des gamins, 4, 5, 6 ans, qui ne sont pas présents aux autres, qui ont besoin, qui cherchent partout l'écran sans quoi ils sont perdus par rapport au reste du monde, qui ne sont pas capables de communiquer directement par le truchement du vieux canal humain de la conversation de face à face, et qui présentent des signes de repliement sur soi, ou de sortie intempestive, et donc d'agressivité à l'égard des autres, qui commencent à poser de sérieux problèmes. C'est aussi un effet très problématique du numérique. En fait, vous montrez que à travers l'histoire, depuis tout temps, l'être humain, enfin l'individu de la masse, hein, l'homme ordinaire, c'est une longue lutte de libération d'accès, enfin de promotion de ses droits et c'est vrai que bon, depuis la Grèce ancienne, on sait ce que représentait le citoyen hein, par rapport à l'esclave. Ou voilà, pour chaque citoyen, il y avait un grand nombre d'esclaves ou de métèques. Donc même cette notion de démocratie qui est aujourd'hui qui fait l'enjeu de redéfinition, de réinvention et qui est aussi voulue par d'innombrables peuples, elle a en son fond, voilà, un rapport
au servile. Alors vous montrez que justement même dans l'accès de ce modèle de la Grèce antique dans les humanités latines, plus latines, il y a eu cette différence entre les arts libératoires et les arts mécaniques, et qu'en fait même le sujet dont on a fait la promotion, le sujet c'est le subjectum, donc c'est le soumis. Donc finalement ce qu'on voit, c'est un petit peu un constat un petit peu désespérant dans le temps long de l'histoire, c'est que l'individu même, l'individu contemporain s'estime qu'il est le fruit d'une longue lutte de libération, mais ce processus est comme sans fin, c'est-à-dire que il y a toujours ce rapport entre élite et masse, et donc ça vient de loin, c'est-à-dire que même dans les références occidentales, et est-ce que vous ne voyez pas, alors là aussi je mets en avant l'aspect du numérique, on a pu voir quand même un certain nombre de phénomènes au début des années 2010, notamment ça a commencé avec les révoltes du monde arabe, ce qu'on appelait le printemps arabe. Après on a vu que une certaine jeunesse bien formée, au chômage, mais qui maîtrise bien les outils de communication, se révolter un petit peu, exprimer un refus de manière non violente, et aussi sans idéologie, sans mettre à penser, transgénérationnel, hommes et femmes, toute sensibilité religieuse ou politique confondue. Et on a vu ces mouvements aussi toucher d'autres régions de la planète, les jeunes, Occupy London, Occupy New York, le printemps érable, on a vu ça au Brésil, on a vu ça aussi à la place Taksim en Turquie. Bref, on a vu comme une sorte de tentative d'une première révolution du XXIe siècle. Mais évidemment, ça a été un mouvement qui ne s'est pas traduit, qui n'a pas transformé les choses. Mais comment vous voyez cette jeunesse qui, un peu partout, a essayé de se révolter, soit contre des dictateurs, soit contre d'autres formes de la dictature des marchés financiers. Donc l'échec de ce projet ou de ces tentatives, mais qu'est-ce que ça révèle de cette période et justement de ce numérique qui là n'est plus forcément un outil d'asservissement, mais qui est utilisé, enfin le téléphone comme une sorte de télécommande où l'individu devient journaliste, éditeur, ou la synchronisation des consciences dont parle Bernard Stiegler devient aussi un phénomène qui permet non pas de bêtises collectives, mais d'intelligence collective, toujours à partir de ces mêmes mécanismes rudimentaires, générer un autre processus. Est-ce que c'est quelque chose qui est porteur d'avenir dans les décennies à venir, ces mouvements rhizomatiques? Oui, écoutez, je l'espère. En tout cas, chaque fois qu'un de ces mouvements apparaît, que ce soit Tunis, monde arabe, Égypte, Turquie, etc. Il y a une fibre en moi qui résonne avec eux. Je suis passé l'âge de les rejoindre, ou ceux qui étaient à Paris à Nuit debout, mais chaque fois que quelque chose comme ça arrive, je me dis tout n'est pas fichu, quoi. Et je crois en plus qu'ils sont en train de chercher des formes différentes par rapport à celles que nous avions connues au XXe siècle. Parce que une grande partie des mouvements du XXe siècle étaient structurés par des organisations, donc avec tout ce qui peut se passer dans les organisations, c'est-à-dire les structures pyramidales, les phénomènes de chefferie, les phénomènes de rivalité entre chefs, etc., qui prennent, des gens qui veulent se libérer en otage et donc qui détournent. Et donc, par rapport à ça, ces mouvements me semblent en recherche de formes nouvelles, d'organisation. Et là, peut-être, effectivement, que
la capacité qu'ils peuvent avoir de s'envoyer des messages, des images, des textes, des choses très 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 vite à tous les endroits différents où ils peuvent être, crée peut-être une superstructure où ils peuvent échanger extrêmement rapidement en faisant l'économie précisément de toutes les formes qui à court ou à moyen terme se révèlent oppressives. On l'a vu ça par exemple dans les grandes révolutions russes par exemple, comment donc les aspirations des peuples à se libérer ont été confisquées par les grands dirigeants, les timoniers et autres. Et donc par rapport à ça, j'espère que ces jeunes ne se laisseront plus prendre justement à ces formes de confiscation. Et qu'ils sont en train, je l'espère, justement en s'appuyant sur des usages détournés, parce que Facebook n'est pas seulement fait pour faire des révolutions. On l'a vu il n'y a pas si longtemps. J'espère donc qu'ils seront utilisés, détourner ces technologies pour les mettre au service donc de toute autre forme d'organisation non hiérarchisée, où donc la capacité créative de chacun pourrait être immédiatement mise à contribution. Ça me semble très très important. Bon, autrefois, on voyait ça, cette intelligence collective surgir dans ce que Sartre appelait donc les mouvements à fusion. L'intelligence collective qui fusionne quand, je sais pas, 10 000 personnes sont réunies, marchent, etc., s'échangent, et que apparaissent des slogans, apparaissent des choses qui visent extraordinairement juste et qui marquent donc les esprits. Bon, peut-être que ces technologies maintenant pourront se développer sans que justement les gens soient nécessairement en mouvement dans une manifestation, dans une prise de la Bastille, puisque ça on en parlait, mais justement dans des mouvements beaucoup plus épars, et que quelque chose de cette intelligence vive, cette intelligence collective pourra surgir. Donc on pourra peut-être prolonger l'effet de groupe en fusion, alors qu'avant les groupes en fusion, ça tenait, je sais pas, 2 jours, 3 jours, une semaine, et puis après, bon, on retombait dans les risques donc de manipulation des groupes. Donc peut-être que ça permettra que ça se prolonge un peu plus. Oui, je l'espère. Voilà, je l'espère. Je n'en suis pas sûr, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire l'économie de toutes les formes d'organisation, et les formes de la délégation, et les formes de la représentation. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire l'économie. Donc je ne suis pas sûr non plus que du point jusqu'où le démocratisme peut être soutenu, poussé. Parce qu'à un moment donné, ça se défait, ça devient trop inconsistant, justement. Ça perd en consistance. Et justement, ce qui permettait de garder un peu de consistance, c'était les formes pérennes d'organisation. Voilà. Mais je trouve que c'était des questions fortes que posent ces mouvements. Ce sont des très belles questions pratiques, bien sûr, et puis des questions théoriques aussi. Questions, est-ce que ça peut tenir, comment, etc., etc. Donc ce sont des très belles questions. Voilà. Ma dernière question revient à votre, je crois, dernier livre, Le délire occidental et ses effets actuels dans la vie quotidienne, travail, loisirs et amour. Donc vous poursuivez tout le travail voilà, vous montrez l'ingénierie de ce capitalisme. Bon, l'aspect spirituel, sa théologie, mais aussi son ingénierie. Vous avez décrit à travers vos ouvrages comment ça se traduit au niveau de l'art, au niveau de la sexualité, au niveau du monde du travail, etc. Et dans cet ouvrage, vous concluez sur le fait que, en fait, vous avez décrit les apories de la civilisation occidentale et vous concluez sur le fait qu'il
faudrait peut-être se ressourcer auprès d'autres civilisations. Parce que d'un côté, ce que vous annoncez dans ce livre, c'est que quelque part l'Europe est à la source d'un cataclysme. En fait, vous dites l'Europe a apporté au reste du monde la peste, mais les autres régions du monde ne le savent pas encore que c'est la peste. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une sorte de décalage. Pour vous parler du numérique, je vous donne un exemple qui date au Maroc. Depuis 2 semaines, il y a une campagne. D'abord, les réseaux sociaux comme Facebook sont utilisés dans les pays, par exemple, du Sud, d'une manière radicalement différente par la masse. Parce que d'abord, c'est des espaces de liberté, parce que les journaux libres n'existent plus, etc. Donc les gens s'expriment par le Facebook. C'est vraiment l'endroit où la société respire, parce que c'est le retour de bâton suite au printemps arabe a été spectaculaire. Et au Maroc, par exemple, il y a une campagne depuis 2 semaines qui a été lancée de boycott de 3 marques qui concerne une station d'essence, une chaîne de stations d'essence qui appartient à un des ministres du gouvernement marocain, qui est milliardaire. Et figurez-vous que cette campagne qui touche vraiment le petit peuple marocain, vous savez que le Maroc est une grande injustice, inégalité sociale, hein, et ben cette campagne est extrêmement effective et les actions boursières de ces 3 marques sont ont subi une baisse spectaculaire, et il y a un boycott. C'est le seul espace de liberté, par exemple, c'est de ne pas acheter. Donc, ils ont manifesté leur colère suite à l'augmentation des prix. Et moi, je disais, voilà, une analyse en disant, voilà, que le milliardaire avait été carbonisé par l'opinion publique. Alors ça, et dans Facebook, vous avez un logo qui est écrit la monarchie du peuple marocain, et puis écrit le ministère Facebook de la résistance. Mais je vous dis, ça fonctionne. Donc là, en 2 semaines, il s'est passé des choses, sachant aussi que il y a aussi des problèmes avec une mouvance, la mouvance du Hirak au Rif. Actuellement, il y a des procès. Donc, si vous voulez, ce que je vous dis, c'est que ce numérique devient un espace, une sorte de refuge politique ou d'asile, ou je ne sais pas, qui fait que les gens peuvent s'exprimer malgré tout. Mais ce qui m'intéressait de voir un petit peu dans cette possibilité d'une société, nous allons vers un monde post-occidental. L'Occident a rempli la surface de chaque centimètre carré. Voilà. Nous avons propagé la peste, mais ils ne le savent pas encore. Mais d'un autre côté, vous dites que peut-être l'espoir, c'est justement qu'il y ait un ressourcement auprès des autres cultures et civilisations. Et comment vous bon, c'est peut-être une vision, ou c'est comment vous verriez cette possibilité voilà, dans cet âge de mondialité, de mélange des cultures ou d'échange. Est-ce que effectivement il y a la possibilité que des réponses ou des bribes de réponses puissent venir de différentes régions du monde, sachant aussi que ce n'est pas la richesse qui est infinie, mais je veux dire l'état de pauvreté touche la majorité de la population mondiale. Donc là aussi il y a des limites. Écoutez, ma réponse est, je veux dire, massive. C'est indispensable. C'est indispensable que donc ce modèle qui a été dont le laboratoire a été les Provinces-Unies, puis l'Angleterre, première révolution industrielle, et avec maintenant 3 siècles plus tard qui a gagné le monde entier. C'est indispensable que ce modèle soit contesté par d'autres, ce modèle occidental. Je dis le délire occidental. Il y a des gens qui vont dire mais c'est pas occidental, c'est mondial. Oui, mais bon, c'est quand même l'Occident qui effectivement a apporté cette peste au monde entier. Et la mondialisation, elle est occidentale. Et donc c'est absolument indispensable que par rapport à cette peste apportée par l'Occident, d'autres civilisations puissent se lever, apportent leur intelligence collective, leurs autres façons de penser, de faire, que nos certitudes que nous apportons avec la bonne conscience au monde entier sur il faut que vous soyez bien démocratique, etc.,
alors que notre démocratie est totalement manipulée. Ici, on l'a vu à l'occasion de la dernière élection. Voilà quelqu'un qui, notre cher président Macron, qui n'est pas bête, certes, mais qui était inconnu 6 mois avant et qui, avec 70 couvertures de magazines et puis beaucoup d'argent qui viennent de partout, fait en sorte que la démocratie, qui, dit-on, fonctionne bien ensemble, en France, d'un seul coup, réponde exactement aux desiderata qui étaient ceux des groupes, et des petits groupes qui voulaient absolument voir ce président élu. Donc il y a une manipulation démocratique énorme. Et ensuite on vient apporter notre nos convictions démocratiques alors qu'elles sont complètement viciées dans notre propre pays. Ce qui se passe en Chine, par exemple, avec le retour de certaines formes confucianistes, le retour de civilisations qui mettent pas simplement l'égoïsme de l'individu au poste de commande, mais la relation avec les autres, l'amitié, la beauté de la relation, etc., qui savent encore pratiquer tout cela. Il faut absolument, c'est indispensable, que le délire occidental, j'appelle ça délire, pas au sens, c'est pas une métaphore, c'est délire au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un délire au sens psychiatrique? C'est le fait que on soutient quelque chose qui amène exactement le contraire de ce qui est supposé, ce qui est avancé. Voilà, nous sommes au 20e étage ici. Mon délire, je suis un petit oiseau, je vais ouvrir la fenêtre, je vais vous le prouver, je vais m'envoler en ouvrant la fenêtre. Bon, quand je toucherai le sol en bas, mon délire s'arrêtera. Mais, donc, qu'est-ce que c'est qu'un délire? C'est quelque chose qui obtient exactement le contraire de ce qu'il veut, de ce qu'il affirme. Au lieu de la légèreté, je vais m'écrabouiller. Bon. Le délire occidental, c'est au contraire de la promesse de richesse infinie, c'est la destruction du monde. C'est pas le tout que nous obtenions, c'est le risque de n'avoir plus rien. Et en même temps, en plus, c'est, en même temps que le tout pour certains, c'est donc la misère pour beaucoup. Donc nous sommes véritablement dans un délire collectif, et il faut absolument que des civilisations qui ne soient pas encore à ces formes de délirantes et de certitudes délirantes puissent mettre des butées, des points d'arrêt, s'il est encore temps, donc à cette forme qui est en train de menacer le monde. Donc oui, absolument, il faut que on attend, je crois que ces jeunes dont nous parlions dans le monde entier, en Occident et ailleurs, sont en attente justement de ce que ces autres civilisations peuvent pourront amener, pour dire qu'il y a d'autres façons d'être au monde, d'être avec l'autre, d'être avec soi, d'être avec l'art, d'être avec l'objet, d'être avec la production, d'être avec la loi, d'être avec Dieu, d'être avec tout ce que vous voulez. Il n'y a pas donc seulement cette façon occidentale, je dirais, extraordinairement menaçante et délirante. Donc oui, c'est indispensable. C'est un point nodal, crucial de l'avenir, si un avenir est encore possible. Merci beaucoup, Denis Robert Dufour. Merci à vous. Merci.